généralement, la République centrafricaine, comme je vous le disais tantôt, sort d'une très longue période de crise. Tout reste à faire dans ce pays-là. Et c'est pour cela qu'on a mis en place ce programme national de développement. Nous sommes peut-être un des rares pays au monde où l'électricité n'existe qu'à Bangui. Il faudrait amener le gouvernement, parce que c'est ça le rôle du député aussi, amener le gouvernement à comprendre qu'il est nécessaire que l'électricité soit partout, que tous les Centrafricains bénéficient de ce privilège-là. Deuxièmement, il y a le problème d'eau. Hein, et dans le programme national de développement, il y a également le problème d'eau. Hein, il faudrait tout faire pour que tous les Centrafricains bénéficient de l'eau potable. Il y a l'épineux problème des routes. Hein, il y a des tronçons routiers qui ont été abandonnés depuis des années. Notamment quand vous arrivez à Baoro pour aller à Berbérati, Sosona Combo, c'est un calvaire. Donc il faut amener le gouvernement à réhabiliter ce tronçon routier. Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un entretien exclusif sur Le Regard. Entretien qui vise à évaluer la vision nationale et l'action locale, identifier les différents leviers économiques et renforcer la culture de la responsabilité et de l'engagement. Restez connectés pour la suite. Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Le Regard et nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau Monsieur Mathurin Dimbélé Nakoué, qui est le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale et député de la région Soso-Nakongo. L'entretien du jour vise à évaluer la cohérence entre la vision nationale et l'action locale, identifier les leviers économiques concrets pour la jeunesse et renforcer la culture de responsabilité et d'engagement. Monsieur Dimbélé, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons l'honneur de vous accueillir sur ce plateau. C'est un plaisir. Nous allons entrer dans le vif du sujet en posant comme première question, qui êtes-vous aujourd'hui au-delà de votre fonction? Vous avez donné mon nom. Moi, je suis M. Mathurin Dimbélé Nakoué. Je suis doctorant en sciences politiques, donc avec spécialité le droit constitutionnel. Et j'ai occupé plusieurs fonctions dans ce pays, notamment en fonction de directeur général, les fonctions les plus récentes, fonction de directeur général de la société de stockage des produits pétroliers. Donc, je m'occupais de la conservation, de l'importation, de la conservation du pétrole, de tous les produits pétroliers en Centrafrique. J'ai été député pendant la 6e législature. J'étais deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et ensuite, aujourd'hui, je suis conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et je viens d'être élu député dans la circonscription de Souna-Congo, dans la région de l'Équateur, de la République centrafricaine, la deuxième région du pays. Voilà, brièvement présenter M. Dimbélé. Je ne voudrais pas rentrer dans trop de détails pour évoquer tout ce que j'ai fait dans le passé. Je cite simplement les fonctions les plus récentes que j'ai occupées. Votre parcours vous a conduit aux plus hautes sphères. Quelle étape clé, décision stratégique ou engagement déterminant ont marqué votre ascension politique? Je vous remercie. Disons que je me suis engagé en politique d'abord dans un parti, le Parti libéral démocrate, du feu Nestor Komunagemo, qui était ancien ambassadeur. Je suis surtout poussé vers la politique par rapport à la situation socio-économique de mon pays, pensant que je peux apporter ma contribution au développement de mon pays, ce que je pense avoir réalisé parce que, comme je vous disais, j'ai été député pendant la 3e législature déjà. Et en tant que député pendant la 3e législature, j'ai amené le pouvoir à investir
dans ma région, dans ma ville natale, Berbérati. Et pendant la 6e législature, moi-même, j'ai investi et poussé le pouvoir à investir dans la circonscription, notamment en y construisant des points d'eau, des écoles, des centres de santé, des postes de santé. Mais moi, ce qui me réjouit en ce moment en République centrafricaine est que depuis l'avènement du président, tu as dit après tout ce que nous avons vécu dans ce pays comme guerre fratricide, il y a un calme que nous supposons et sera définitif qui s'est instauré et à cause d'une politique de main tendue du président de la République et qui souhaite travailler avec tous les Centrafricains soucieux de développement de leur pays, soucieux de la solidarité, de la consolidation de la solidarité nationale. C'est tout cet ensemble-là qui fait que pour un Centrafricain comme moi, il est bon de soutenir cette politique de main tendue du président de la République, bien entendu en apportant du sien pour la consolidation de toute cette politique-là. Et surtout, participer effectivement et efficacement à la reconstruction de la nation centrafricaine. Voilà, à mon avis, ce sont les motifs, ce sont vraiment les principaux motifs qui m'ont guidé vers la politique. J'ai écrit des livres qui vont dans ce sens-là. Vous avez par exemple le dépassement du constitutionnalisme des crises par la Constitution de 2023. Cette Constitution, j'ai participé également à son écriture et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir faire paraître un autre livre sur l'histoire politique récente de la République centrafricaine. Monsieur Mathurin Dimbélé Nakwe, vous aviez eu à occuper des postes de responsabilité au sein de l'Assemblée nationale, au passé en tant que vice-président. Aujourd'hui, vous êtes conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale. Du haut de votre statut, comment définissez-vous aujourd'hui le rôle de la jeunesse dans l'architecture des politiques publiques en République centrafricaine? Le rôle de la jeunesse, vous savez que d'abord, il faut dire que l'Assemblée nationale, c'est une institution dans un régime démocratique comme le nôtre. C'est une institution très importante, la deuxième du pays. Et la particularité de l'Assemblée nationale centrafricaine est que plus de 80% de ses membres sont des jeunes. Sur le plan à l'hémicycle même, beaucoup de députés sont des jeunes. Et dans l'administration parlementaire, c'est des jeunes. Et aujourd'hui, la Constitution de 2023 a ramené l'âge de participation aux élections à 18 ans. Or, avant, il fallait avoir 25 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a 18 ans révolus, on peut participer aux élections législatives. Tout ceci pour amener les jeunes à s'intéresser à la politique de leur pays. Parce que, comme on le dit, comme dit un adage général, c'est qu'on ne tourne pas le dos à la jeunesse. Et je pense que tout est mis en œuvre pour encourager les jeunes à rentrer massivement à l'Assemblée nationale, des jeunes à être plus nombreux députés, des femmes à être plus nombreuses députées. Et je pense que c'est ça la particularité de la République centrafricaine, c'est qu'on privilégie l'action de la jeunesse. Merci pour cette réponse. Toutefois, monsieur le député, pensez-vous que la jeunesse centrafricaine est-elle suffisamment intégrée dans les processus décisionnels nationaux et locaux du pays? Oui, je suis convaincu de cela. Parce que, vous voyez, le gouvernement centrafricain, si vous voyez le gouvernement centrafricain, des gens ayant le même âge que moi, ou de la même génération que moi, ces gens-là, on les compte on les compte. Par contre, c'est les jeunes qui sont les plus nombreux. Vous prenez le ministre des Finances, c'est un jeune. Le ministre de la Jeunesse lui-même, c'est un jeune.
le ministre des Eaux et Forêts, le ministre de... En tout cas, la plupart des ministres sont des jeunes qui ont moins de 50 ans. Hein. Donc c'est des jeunes de 40 ans, et il y en a même de 30 ans, la ministre des Affaires étrangères. C'est une jeune dame. Vous voyez, donc, et comme je disais, on privilégie vraiment le rôle de la jeunesse dans la politique centrafricaine. La politique également d'intégration massive dans la fonction publique centrafricaine. Et là encore, c'est pour encourager les jeunes à finir des études et à faire de bonnes études. Malheureusement, il y a un problème qu'il faudrait rappeler, hein, un problème qu'il faudrait peut-être sur lequel il faut insister. Et c'est le problème de l'école centrafricaine. Donc, il faudrait que la jeunesse soit une jeunesse bien formée. Hein, une jeunesse bien formée, on ne peut pas dire parce que c'est des jeunes qu'il faut employer les jeunes, mais une jeunesse mal formée, c'est également un danger pour l'État centrafricain. Mais la politique centrafricaine tient vraiment compte des jeunes, et une bonne place est réservée à cette jeunesse-là. Quelle sagesse! Une jeunesse mal formée est un danger pour la République centrafricaine. Ouais. Pensez-vous qu'une réforme spécifique soit nécessaire pour mieux intégrer la jeunesse dans la gouvernance locale? Comme je vous disais ici, il faut passer par la sensibilisation. Il faut sensibiliser les jeunes à s'intéresser aux affaires publiques de la circonscription. Je me plains de ce que dans la localité, de plus en plus de jeunes s'intéressent plutôt au travail de diamant, au travail de l'or, laissant de côté l'essentiel. Et que beaucoup de leurs enfants les suivent. Et, ouais, et on sent cela à travers même la perdition scolaire à la fin d'année. Très peu sont les jeunes qui viennent passer, sont les élèves, les lycéens, les collégiens qui viennent passer les examens de fin d'année. Tout le monde est dans les chantiers. Et également, pendant les dernières sélections, nous avons constaté un écart considérable entre le nombre d'inscrits, le nombre de votants. Et ça aussi, c'est dû au fait que tout le monde va dans les chantiers. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que il y a des morts, les trous, ils sont dans les trous, et puis la terre qui s'écroule sur eux, c'est extrêmement dangereux. Ce que nous ferons, c'est de sensibiliser les jeunes à prendre en compte, à prendre en main les affaires de leur localité, sensibiliser les femmes, surtout les femmes et les jeunes, parce qu'on parle des jeunes, mais à mon avis, si les femmes également s'intéressent aux affaires publiques, les choses vont marcher. Alors, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités dans la localité. Il y a beaucoup de richesses dans la localité. Mais il faudrait que ces richesses-là soient exploitées dans le bon sens. Également, il faut intervenir auprès du gouvernement pour que l'exploitation de ces richesses-là, aujourd'hui, c'est les Chinois. C'est les Chinois qui exploitent. Et il y a un problème environnemental très sérieux qui va surgir dans très peu cette région-là. L'utilisation de certains produits chimiques très toxiques pour la population, que le gouvernement fasse le plaidoyer pour que la jeunesse s'intéresse à l'école, s'intéresse aux affaires publiques de leur circonscription. C'est tout ce qu'on peut faire jusque-là, et les pousser à aller plus nombreux à l'école. Voilà. On va aborder maintenant la question de la gouvernance, la responsabilité et l'engagement citoyen. Comment encourager les jeunes à s'engager en politique autrement que par le simple vote? Vous savez, la démocratie, l'engagement dans la politique, c'est vrai que voter et être voté, c'est le moyen le plus visible pour savoir que telle ou telle personne s'est engagée dans la politique. Parce que quand on est voté, par exemple, en tant que député ou en tant que conseiller régional ou en tant que conseiller municipal, on est voté, ça veut dire qu'on est engagé dans la politique.
ou on milite dans un parti politique, ça veut dire qu'on est engagé dans la politique. Mais moi, je pense que la question pourrait être plutôt de savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes soient plus responsables que passer par la politique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense, et surtout la jeunesse centrafricaine pense que pour mieux vivre, il faut faire la politique. Et je ne crois pas que ce soit une bonne chose. C'est vrai que, bon, euh, quand on voit dans un pays comme le nôtre, quand on voit les hommes politiques, c'est généralement les mieux nantis. Ils sont mieux nantis que les autres. Mais on peut se développer autrement, hein, en se prenant en compte, hein, en se prenant en compte, en se prenant en charge soi-même, en saisissant des opportunités de développement personnel. Oui, en étant entrepreneur, on peut se prendre en compte et on serait même mieux qu'un homme politique. Moi, je pense que j'encourage les jeunes à beaucoup plus développer leur auto-prise en charge de l'entrepreneuriat que la politique et que les secteurs politiques, qui est un secteur précaire, hein, dangereux. Aujourd'hui, on peut être ministre, mais demain, on peut ne plus être ministre, mais se retrouver dans une situation très, très difficile. On peut être député, et le lendemain, on n'est pas réélu et on va se retrouver dans une situation beaucoup plus difficile. Tandis que si on crée soi-même son entreprise qui emploie d'autres jeunes et si on gère bien son entreprise, si on est bien éduqué, si on a une bonne formation scolaire, je pense que on serait mieux que celui qui est élu. Euh, Toutefois, aller élire, c'est un devoir. Élire, c'est un devoir, mais être élu, c'est un choix. Parlons maintenant de la diaspora centrafricaine qui chaque jour grandit de plus en plus. Quelle place occupe-t-elle dans la vision du chef de l'État inscrit dans le plan de développement national? Vous posez là une très bonne question. Je voudrais malheureusement dire que, contrairement à la diaspora de certains États, de certaines régions du continent africain, notamment euh, la diaspora de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, voire même du Cameroun, dont l'apport dans le PIB national ou le budget national est perceptible. On évalue par exemple au Mali que la diaspora, l'apport du diaspora au budget national est à peu près de 30%. Mais chez nous, ça ne se sent pas. Ça ne se sent pas et l'impression que nous avons est que la diaspora ne se manifeste que lorsque, par exemple, il y a projet de changement de gouvernement. C'est en ce moment-là qu'on parle de la diaspora et rares sont leurs interventions en République centrafricaine. Nous aimerions, moi personnellement, j'aimerais que la diaspora centrafricaine soit dynamique. Et je pense que dans le programme national du développement, il leur est réservé une place, hein, leur intervention, même dans la politique nationale en général, il y a une bonne place qui est réservée à la diaspora. Malheureusement, cette diaspora-là n'est pas aussi dynamique que celle des autres États africains. C'est déplorable, mais ce que nous constatons également est que ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux en train d'écrire des choses intolérables, de décrire négativement leur pays, de décrire négativement leur président. Alors, je disais même ce matin des choses insoutenables, hein, insupportables sur le président, écrit par un Centrafricain vivant en France. C'est pas ça la diaspora. Hein. Voilà. Selon vous, comment cette diaspora peut-elle contribuer au développement économique des localités centrafricaines? C'est simple, comme je disais, vous savez, je vais prendre un exemple anecdotique. Je connais un Camerounais
hein, chez qui je suis allé vivre à Nantes, en France. Il a séjourné pendant plus de 10-15 ans en France. Il a fait des petits boulots. Il a économisé. Il est rentré chez lui, dans son village natal. Il a investi. Il a fait un grand poulailler. Et là, il utilise les jeunes. Aujourd'hui, il est en train de faire une plantation de cacao et une palmeraie. Il emploie des jeunes. Bon, moi, je pense que c'est ça la participation de la diaspora au développement. Mais la participation, ce n'est pas seulement d'attendre de venir participer au meeting politique dans le but d'occuper une fonction politique que nous avons décrite tout à l'heure ici. Non. Et c'est ça le dynamisme de la diaspora. Vous avez par exemple la diaspora malienne ou sénégalaise, les footballeurs, les sportifs de ce pays-là, hein, qui prennent l'argent, qui investissent dans leur localité natale. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, nous les encourageons. Moi, je les encourage à vraiment, après un long séjour en France ou ailleurs, à venir à rentrer chez eux, hein, pour développer, pour participer au développement de leur pays. C'est ce dont ils profitent là-bas. Mais les gens ont travaillé pour atteindre ce niveau de développement. Alors, il faut venir le faire chez soi. On ne peut pas aller bonnement bénéficier de ce que les autres ont fait. Et que nous, on fait, nous, on fait tout. Et ils viennent profiter de nos produits, être nommés ministres, non. Ça aussi, ce n'est pas participer au développement du pays, ça. Hein. Quelles passerelles institutionnelles peuvent donc être créées pour faciliter cet engagement? Il y a le ministère des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. C'est ça. C'est fait exprès pour ça. C'est fait exprès pour ça. Abordons maintenant votre vision et perspective pour l'avenir. Ouais. Si vous deviez résumer en 3 priorités votre engagement en faveur de la jeunesse, quelles seraient-elles? Ma priorité pour la jeunesse, c'est d'abord l'enseignement. Il faudrait que je développe à Soso, que je développe vraiment l'école, une école de proximité, et que les enfants aillent nombreux à l'école, et que ce soit des enseignants de qualité qui soient dans cette école-là. La deuxième priorité, c'est il faudrait que la jeunesse de Soso-Nakombo soit une jeunesse responsable. Et être une jeunesse responsable, c'est participer de façon concrète, de façon responsable aux activités de développement de la localité. Par exemple, éviter de s'engager dans des aventures qui pourraient renouer avec le passé récent, c'est-à-dire participer encore à la destruction de la localité. Et la troisième priorité pour moi, c'est l'instruction des jeunes filles. Il faudrait que les filles aillent à l'école. Et que vous savez, je ne me vante pas, mais dans ma famille, il y a plus de filles et qui ont réussi. Moi, je suis très content de mes filles. Et quand je suis allé aux élections récemment, là, ce sont mes filles ont cotisé, hein, et elles m'ont donné vraiment, elles m'ont prêté mes forces pour aller. Donc, c'est ça ma priorité. Que les jeunes filles aillent à l'école et que la place des jeunes filles, ce n'est pas seulement à la maison pour faire des enfants ou les travaux champêtres. Il faut que les parents permettent de leur. Je dis bien permettre parce que là, c'est une pesanteur socio-culturelle. Il faut que les parents permettent à leur fille d'aller à l'école. Voilà. Quelle est votre vision de Soso-Nakombo dans les 5 à 10 prochaines années si ces politiques sont mises en œuvre? Les 10 prochaines années, je dirais déjà quel âge déjà. Bon, les 10 prochaines années, je voudrais que Soso-Nakombo soit devenue une très grande ville avec des structures d'accueil importantes, des maisons, parce que là, c'est un problème très sérieux là-bas. On a fait que des fonctionnaires, mais ils n'ont pas de maison pour habiter, puisque pour des maisons de location, il n'y en a pas. Donc, il faudrait corriger, il faut que ce problème-là soit résolu, que l'exploitation des mines d'or et des diamants de la localité profite vraiment à la localité et que les enfants de Soso-Nakombo soient heureux. Alors, qu'il n'y ait plus de guerre là-bas, comme dans l'ensemble du pays,
qu'il n'y ait plus de guerre, que nous soyons tous heureux. Merci pour cette réponse pleine de sagesse. Nous allons parler un peu de la vision du chef de l'État. Comment cette vision nationale peut-elle être traduite en actions tangibles au niveau local, notamment dans votre localité qui est Sosso-Nakombo? Merci beaucoup. Vous savez, généralement, la République centrafricaine, comme je vous le disais tantôt, sort d'une très longue période de crise. Et en tout cas, tout reste à faire dans ce pays-là. Et c'est pour cela qu'on a mis en place ce programme national de développement. Nous sommes peut-être un des rares pays au monde où l'électricité n'existe qu'à Bangui. Alors, donc, il faudrait amener le gouvernement, parce que c'est ça le rôle du député aussi, amener le gouvernement à comprendre qu'il est nécessaire que l'électricité soit partout, que tous les Centrafricains bénéficient de ce privilège-là. Deuxièmement, il y a le problème d'eau. Et dans le programme national de développement, il y a également le problème d'eau. Il faudrait tout faire pour que tous les Centrafricains bénéficient de l'eau potable. Il y a l'épineux problème des routes. Il y a des tronçons routiers qui ont été abandonnés depuis des années. Notamment quand vous arrivez à Baoro pour aller à Berbérati, Sosso-Nakombo, c'est un calvaire. Donc il faut amener le gouvernement à réhabiliter ce tronçon routier. L'avantage de ma circonscription de Sosso-Nakombo, c'est une sous-préfecture où l'on trouve l'or. Même après la pluie, on peut trouver de l'or. L'or, le diamant, cette sous-préfecture en regorge. Alors, il faut amener le gouvernement à développer une politique où l'extraction de ces minéraux pourrait profiter à la population locale. Voilà, le député que je suis aura pour mission principale d'amener le gouvernement à tout faire pour que les richesses de la sous-préfecture profitent à la sous-préfecture dans le cadre de la politique de décentralisation. En parlant de Sosso-Nakombo, on constate que c'est une région qui est enclavée, économiquement fragile. Comment comptez-vous convaincre les jeunes que la politique peut changer leur quotidien? Aujourd'hui, grâce aux efforts, ça je le salue, grâce aux efforts déployés par le maire de la ville de Sosso-Nakombo et par les autorités locales, on perçoit un changement réel. Aujourd'hui, nous avons de belles maisons qui sont construites le long des artères. Nous avons également des efforts qui sont faits au niveau de la participation effective des jeunes au développement de leur pays. Cependant, il reste un réel problème, c'est le problème de la scolarisation des jeunes. Beaucoup de jeunes de Sosso-Nakombo préfèrent aller dans les chantiers de diamants et d'or, abandonner l'école, et si bien que, vous savez, là-bas, nous avons tout fait pour construire un collège. Il y a des écoles dans tous les villages, mais ces écoles-là restent souvent vides parce que tous les jeunes préfèrent aller dans les chantiers de diamants et d'or. C'est vrai, quand ils vont dans la journée, ils peuvent avoir 50 000, 100 000, 200 000, et pour eux, c'est l'argent facile, mais ils oublient l'essentiel. C'est que même si on a l'argent et qu'on n'a pas le savoir, et cet argent ne servira à rien parce qu'on ne saura pas l'utiliser. Et c'est ce que nous constatons. Ils ont l'argent et cet argent-là, c'est les autres qui en profitent. C'est par exemple les étrangers qui ont des magasins là, qui profitent, qui prennent, qui soutiennent tout cet argent-là à travers les articles qu'ils vendent. Alors que si ces jeunes avaient été à l'école et s'ils étaient suffisamment instruits, ils sauraient que l'argent est nécessaire et qu'il faut l'utiliser sagement. En parlant donc de ces réalités, quels projets précis, budgétés et planifiés proposez-vous pour la région? Nous avons un projet de société sur la base duquel nous avons été élus. Nous avons dit que nous allons transformer le collège en lycée. Nous allons finir la construction du bloc opératoire à l'hôpital au centre de santé de Sosso-Nakombo. Nous avons également envie de créer un centre d'apprentissage de petits métiers
Par exemple, mécanique moto, mécanique électricité, etc. Même fabrication des briques en terre, des briques cuites. Et ensuite, sensibiliser les jeunes sur l'utilité d'aller à l'école. Il faut que ces jeunes-là, s'ils ont perdu, eh bien, il faudrait qu'ils permettent que leurs enfants aillent à l'école et massivement. Voilà, c'est ce projet que nous avons développé pendant la campagne et sur la base duquel nous avons été élus. Est-ce que vous accepteriez de vous soumettre à une évaluation publique de vos actions dans votre localité? Bah, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas peur de ça. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en ce moment, mais moi, je n'ai pas peur d'être évalué. Il y a également un sens profond de l'Assemblée nationale centrafricaine, c'est que tous les 3 mois, les députés doivent descendre dans leur circonscription pour présenter à la population ce qu'ils ont fait pendant la session. Pendant les 2 sessions. Donc, après chaque session, le député descend dans sa circonscription pour rendre compte à sa population de ce qu'il a fait pendant la session à l'Assemblée nationale. C'est ça le rôle du député, servir de courroie entre la population et l'administration centrale. Sinon, bon, on ne serait pas député. Voilà. Merci, monsieur le député, pour cet entretien, avec ces mots écrits de sagesse et pour tous les conseils que vous avez eus à l'égard du peuple centrafricain et de tous nos très chers téléspectateurs. Nous vous laissons la parole pour un dernier mot à l'égard des téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Peuple centrafricain, n'oubliez pas, votre regard peut changer le monde. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup.